Depuis que nos ancêtres ont émergé des mers, l'atmosphère, cette fine couche d'air en comparaison aux vastes étendues cosmiques, a offert un environnement propice à l'épanouissement de la vie. Elle sert d'interface entre la surface terrestre et les puissantes énergies venues de la nuit sans fin de l'espace. Elle filtre et absorbe les rayons cosmiques dangereux et agit comme un rempart contre les micrométéorites. Le Soleil nous baigne de sa chaleur et de sa lumière. Des forces colossales absorbées par la Terre et les océans, et aussi par l'atmosphère. En régulant l'énergie solaire, elle orchestre le flux d'immenses quantités d'énergie. Sans elle pour absorber et redistribuer cette chaleur, notre planète connaîtrait des variations de température si extrêmes que l'eau ne pourrait subsister à l'état liquide, rendant la vie, telle que nous la connaissons, quasi impossible. Cependant, cette énergie n'est pas toujours répartie uniformément et peut s'accumuler, se libérant parfois de manière spectaculaire. Les différences de température créent des variations de pression, générant des vents. La chaleur du Soleil s'accumule dans le sol, mais aussi dans l'eau contenue dans l'air sous forme de vapeur, jouant un rôle substantiel dans les aléas du temps. Ainsi, de ce jeu réciproque de forces terrestres et célestes, naissent la totalité des phénomènes atmosphériques, de la plus petite brise à l'ouragan. Je suis Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi les conditions météorologiques, comme celui d'un paisible matin d'été, peuvent se muer en quelques heures en un véritable chaos tempétueux, l'orage, capable d'engendrer des pluies torrentielles, de violentes rafales de vent et de la foudre. Nous allons voir comment les orages se forment et quels sont les processus qui leur donnent naissance. Nous observerons également les différentes formes que peuvent prendre ces tempêtes et leurs caractéristiques distinctives. Comme la plupart des phénomènes atmosphériques, les orages naissent et évoluent au sein de la troposphère, la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre. C'est ici que l'air est le plus dense et aussi le plus humide. Très peu de nuages se forment au-dessus. Le nuage d'orage, appelé cumulonimbus, résulte de l'évolution d'un cumulus. Nous allons maintenant voir comment un nuage se forme et quels sont les principes clés de la formation d'un orage. Trois phénomènes sont essentiels dans la description de la formation d'un orage. La condensation de la vapeur d'eau, qui forme les nuages, la convection atmosphérique, qui décrit les mouvements verticaux des masses d'air dus à des différences de température, et l'instabilité des masses d'air, une condition qui amplifie les mouvements dus à la convection atmosphérique. Chaque jour, les océans, les lacs et même les végétaux relâchent de grandes quantités d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Mais comment cette vapeur, invisible, devient-elle un nuage? L'air peut être vu comme une éponge, et sa capacité à contenir de la vapeur d'eau est liée à sa température. Un air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau qu'un air froid. A l'inverse, à mesure que l'air se refroidit, sa capacité à retenir de la vapeur diminue. Lorsque l'air atteint le maximum de vapeur qu'il peut contenir à une température donnée, on dit qu'il est saturé. Toute humidité supplémentaire, ou baisse de température, peut provoquer l'apparition de minuscules gouttelettes d'eau liquide, un phénomène nommé condensation. Dans une masse d'air, la présence de ces gouttelettes rend l'air opaque. C'est ainsi qu'apparaît le nuage. La température à laquelle l'air devient saturé est appelé point de rosée. Le point de rosée d'une masse d'air dépend de sa pression et de son humidité. Un autre paramètre joue un rôle dans la formation des gouttelettes qui constituent un nuage. Les noyaux de condensation. Ce sont des particules microscopiques de poussière, de fumée, de sel marin ou encore de bactéries
autour desquels se forment les minuscules gouttelettes d'eau. Sans eux, les gouttelettes formées dans un air saturé s'évaporent plus vite qu'elles ne grandissent et disparaissent presque instantanément. Pour subsister, elles ont besoin d'une surface sur laquelle s'accrocher. C'est ce que fournissent les noyaux de condensation. Cette surface nécessaire à la condensation est la raison pour laquelle la rosée se dépose sur l'herbe après la fraîcheur de la nuit, d'où le terme « point de rosée ». C'est aussi pour cela que l'eau se condense et perle sur une fenêtre quand la différence de température avec l'extérieur est importante. Un nuage se forme donc quand une masse d'air se refroidit et atteint le point de rosée. Mais quelle peut être la cause d'un tel refroidissement? La pression atmosphérique diminue avec la hauteur. Quand l'air monte, sa pression baisse et il se détend. C'est cette détente qui baisse sa température, un phénomène nommé refroidissement adiabatique. Pour l'expliquer, il faut se rappeler que ce que nous percevons comme chaleur vient des vibrations, des chocs et de l'énergie que possèdent les constituants d'un matériau, qu'il s'agisse d'atomes ou de molécules. Prenons un exemple. Lorsque vous touchez la carrosserie chaude d'une voiture exposée à la lumière du soleil, c'est que les constituants microscopiques de celle-ci vibrent et percutent votre peau, lui transférant de l'énergie sous forme de chaleur. Si cette énergie est suffisante, les chocs sont tellement forts qu'ils endommagent les cellules de votre peau. Dans ce cas, vous vous êtes brûlé. Dans l'air chaud, ce sont les molécules qu'il contient qui nous transmettent leur énergie par le biais de ces collisions. Si la pression de cet air est diminuée, cela signifie que l'espace entre ces différentes molécules augmente, et la conséquence est que les collisions deviennent plus espacées et l'énergie échangée est plus faible. La chaleur du gaz diminue donc. Une autre façon de voir est que cette énergie se trouve diluée avec l'air qui la contient. Dans quelques instants, nous verrons que ce phénomène joue un rôle dans l'instabilité atmosphérique. Mais pour l'instant, voyons par quels moyens l'air s'élève pour former des nuages. Si de nombreux nuages naissent et évoluent paisiblement, les nuages d'orage, eux, se développent rapidement. Leur expansion verticale est si rapide qu'en quelques heures, ils peuvent passer d'1 à plus d'une douzaine de kilomètres de hauteur. Mais d'où tirent-ils l'énergie nécessaire à de tels exploits? Cette énergie est apportée par la convection atmosphérique. La convection atmosphérique est un processus météorologique fondamental qui décrit le mouvement vertical des masses d'air dans l'atmosphère terrestre. Ce processus se produit à la suite de différences de densité induites par des variations de la température de l'air. En essence, la convection est le mécanisme atmosphérique qui redistribue la chaleur verticalement à travers les basses couches de l'atmosphère. Comme mentionné précédemment, l'atmosphère agit comme une interface entre la Terre et les immenses énergies venues de l'espace. Le Soleil nous inonde de sa chaleur et ses rayons chauffent le sol. À son tour, le sol réchauffe l'air en contact direct avec lui. À mesure que la surface se réchauffe, elle partage cette chaleur avec la couche d'air adjacente, réduisant ainsi sa densité. L'un des principes fondamentaux de la physique est que l'air chaud est moins dense que l'air froid. Comme nous venons de le voir, la chaleur d'une substance est le témoignage des mouvements et de l'énergie de ses constituants. L'augmentation de l'énergie cinétique des molécules d'un air chauffé les amène à se déplacer plus vigoureusement et à se disperser, réduisant ainsi la densité de l'air. Tout volume immergé dans un milieu plus dense et soumis à la gravité fera l'expérience d'une force nette dirigée vers le haut. C'est la poussée d'Archimède. En conséquence, l'air chaud commence à flotter et s'élève à travers l'air plus frais et plus dense qui l'entoure. Si l'humidité de l'air montant est suffisante, il pourra atteindre le point de rosée et former un nuage. La convection contribue non seulement au développement d'un nuage, mais également aux dynamiques internes de celui-ci. La force des courants ascendants est un important déterminant de l'ampleur que va prendre le nuage convectif. Les cumulus, nuages à l'aspect cotonneux, sont le résultat de la convection atmosphérique. Bien que la convection soit un mécanisme important permettant à l'air de monter, ce n'est pas le seul. L'effet orographique, par exemple,
se produit lorsqu'une masse d'air est forcée de s'élever au-dessus d'une chaîne de montagnes, se refroidissant à mesure qu'elle s'élève, ce qui peut entraîner de la condensation et la formation de nuages. Les fronts météorologiques, où des masses d'air chaud et froid entrent en collision, poussent également l'air vers le haut. L'air chaud est soulevé au-dessus de l'air plus froid dans un système frontal, conduisant potentiellement à des nuages et à des précipitations. Si ces effets ne garantissent pas forcément l'apparition d'un orage, il arrive souvent que l'action réciproque de plusieurs de ces phénomènes soit à l'origine de la tempête. Cependant, un dernier mécanisme est à étudier pour comprendre comment certains nuages convectifs s'élèvent littéralement vers les sommets de la troposphère au lieu de stagner et flotter paisiblement dans les cieux, ou encore se dissiper et disparaître calmement. Ce facteur, c'est l'instabilité atmosphérique. L'instabilité atmosphérique est une condition qui amplifie considérablement les mouvements verticaux de l'air, notamment la convection. Quand une parcelle d'air chaud monte en altitude, il arrive qu'elle se refroidisse au même rythme que son ascension. Dans ce cas, elle se retrouve à la même température que l'air qui l'entoure. La poussée d'Archimède cesse d'agir et elle ne monte plus. Dans ce cas, on dit de la parcelle d'air qu'elle est stable. Cependant, les choses changent lorsque la parcelle d'air qui monte se condense. La vapeur contenue dans l'air a emmagasiné de la chaleur au moment où elle s'est évaporée. Quand elle se condense, cette chaleur est libérée. C'est la chaleur latente de condensation. Cette chaleur supplémentaire réchauffe un peu la masse d'air montante, déséquilibrant le rapport de température qu'elle entretient avec l'air ambiant. Au lieu de se retrouver à la même température que l'air environnant, elle est toujours plus chaude et continue à monter. On dit dans ce cas que la masse d'air est instable, ce qui arrive, par exemple, quand la masse d'air chaude et humide rencontre un air froid et sec en altitude. L'instabilité est le facteur clé dans la formation et la puissance d'un orage, car elle accélère et amplifie la convection. Mais assez de théorie pour l'instant. Voyons maintenant en pratique comment un orage se forme. La genèse d'un orage est un processus graduel, et le cumulonimbus qui en est la cause est la dernière étape dans la transformation d'une famille de nuages convectifs. Ces nuages précurseurs, nommés cumulus, se caractérisent par des cellules de convection qui leur confèrent une allure cotonneuse, évoquant des choux-fleurs. Bien qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des nuages orageux, ils peuvent le devenir sous certaines conditions. Les premières étapes de ce qui peut éventuellement aboutir à une tempête sont modestes. Tout commence par la formation de nuages fragmentaires de petite taille, aux contours irréguliers et aux motifs déchiquetés. On appelle ces nuages fractocumulus ou cumulus fractus. Comme tout nuage, il résulte de la condensation de la vapeur d'eau dans une masse d'air dont le refroidissement l'a amené au point de rosée. Contrairement à d'autres formes de cumulus, les fractocumulus n'ont pas de base clairement définie, ce qui témoigne de leur nature éphémère et en constante évolution. Ils peuvent subir des transformations rapides en taille, forme et apparence, reflétant les fluctuations dynamiques des courants atmosphériques. Bien qu'ils puissent se dissiper promptement, dans certaines conditions, comme une convection suffisamment puissante, ils peuvent évoluer en cumulus humilis. Il est également courant d'observer des fractocumulus résulter de la dissipation d'un cumulus humilis. Les cumulus humilis, prochaine étape dans cette évolution, sont souvent qualifiés de cumulus de beau temps et sont fréquemment observés durant l'été. Plus denses que leurs prédécesseurs, les fractocumulus, ils arborent un aspect floconneux avec une base aplatie. Ces nuages, à faible développement vertical, sont plus étendus horizontalement qu'en hauteur et ne génèrent pas de précipitations. Lorsqu'ils parsèment le ciel, ils sont généralement interprétés comme le présage d'un temps clément pour les heures à venir. Toutefois, leur apparition matinale peut signaler une atmosphère instable avec une possibilité de transformation en formation orageuse dans l'après-midi ou en soirée. Dans des conditions favorables, le cumulus humilis peut évoluer en cumulus mediocris.
Plus imposants que les cumulus de beau temps, les cumulus mediocris se distinguent par une base plus sombre. Leur épaisseur peut varier de plusieurs centaines de mètres à plus de 2 km, indiquant un développement vertical plus marqué. Leur sommet, évoquant la texture d'un chou-fleur, signale le début de la ressemblance avec le cumulonimbus. Bien que principalement composés d'eau liquide, en altitude, des gouttelettes d'eau surfondue commencent à apparaître. Ces gouttelettes ont une température inférieure à 0 degré Celsius, mais sont maintenues à l'état liquide. Elles gèlent instantanément si elles rencontrent une surface solide, comme la carlingue d'un avion. Les cumulus mediocris sont souvent si nombreux qu'ils peuvent voiler fréquemment le soleil, créant l'impression d'un vaste tapis nuageux. Ils peuvent se disposer en rangée, alignés avec la direction du vent, formant ce que l'on appelle des rues de nuages. Bien qu'ils ne soient généralement pas associés à des précipitations importantes, ils peuvent occasionnellement provoquer une pluie légère. Lorsqu'un cumulus s'étend verticalement au point de devenir plus haut que large, le cumulus mediocris se transforme en cumulus congestus. Ce type de développement est typiquement le signe d'une forte instabilité atmosphérique. Les cumulus congestus, aussi appelés cumulus bourgeonnants, se dressent majestueusement, atteignant une altitude de 3 à 7 km, et ressemblent à de magnifiques choux-fleurs. Principalement composés d'eau surfondue, les cumulus congestus évoquent de véritables tours de nuages, prenant l'aspect de cheminées tumultueuses où des mouvements de remous sont aisément discernables. Plus le courant d'air ascendant est vigoureux, plus ils ont des chances d'évoluer en cumulonimbus, les fameux nuages d'orage. Toutefois, contrairement à ces derniers, les cumulus congestus ne génèrent pas de foudre. Avec le refroidissement de l'air en altitude, un courant descendant froid commence à se former, entraînant des précipitations. C'est l'équilibre entre le courant ascendant et le courant descendant qui scelle le destin du nuage. Tant que l'ascendant domine, le nuage croît, dans le cas contraire, il se dissipe. Si le nuage persiste à s'étendre vers les hauteurs et que la température au sommet devient suffisamment basse pour permettre la formation spontanée de cristaux de glace, les cimes du nuage commencent alors à s'aplatir, perdant peu à peu leur texture cotonneuse au profit d'une surface lisse et uniforme. Certains cristaux de glace s'agglomèrent pour former de la neige roulée. Durant sa descente, cette neige roulée, plus dense que les cristaux de glace, percute ces derniers et échange des électrons. Ce processus charge les particules de glace d'électricité qui se séparent en couches de charges opposées. Une fois l'énergie accumulée suffisante, elle se libère sous forme de grandes décharges d'électricité, la foudre. Nous explorerons ce phénomène plus en détail dans un prochain épisode. La formation de cristaux de glace est ainsi intimement liée à l'émergence d'une activité électrique au sein du nuage. Lorsque cela se produit, le nuage vient d'évoluer en cumulonimbus. L'orage est né. Ce cumulonimbus, encore dépourvu du sommet fibreux caractéristique des stades ultérieurs, est désigné sous le nom de cumulonimbus calvus. Calvus signifiant chauve en latin. Cette phase est transitoire. Les cristaux de glace émergeant à son sommet vont bientôt générer une chevelure fibreuse. L'apparition de cette chevelure signale la transformation en cumulonimbus capillatus. Lorsque le nuage atteint sa pleine maturité, sa chevelure fibreuse peut prendre la forme caractéristique d'une enclume, une configuration appelée un cus. Le sommet glacé du nuage rencontre alors une barrière infranchissable et s'étale horizontalement en s'y heurtant. Cette barrière est la tropopause, la limite entre la troposphère et la stratosphère. Dans la troposphère, la température diminue avec l'altitude, mais pas dans la stratosphère. En montant, la température y stagne, voire augmente. C'est ce changement de propriété qui distingue ces deux couches de l'atmosphère. Lorsque le cumulonimbus s'étend jusqu'à la tropopause, la différence de température avec l'air environnant s'atténue et disparaît, empêchant le nuage de monter davantage et le contraignant à s'étaler contre la tropopause comme contre une véritable barrière physique. Il est extraordinaire de se rendre compte que grâce à l'enclume d'un cumulonimbus, la frontière avec la stratosphère devient visible depuis le sol.
Un tel nuage est désigné cumulonimbus cappillatus incus, ou plus simplement cumulonimbus incus. Maintenant que le nuage d'orage est apparu, voyons un peu ses propriétés. Un nuage d'orage agit tel un aspirateur géant. L'air qui s'élève et se condense crée une dépression, attirant davantage d'air chaud et humide pour le remplacer. On estime qu'environ 700 000 tonnes d'air sont aspirées chaque seconde par le cumulonimbus, soit près de 600 000 tonnes de vapeur d'eau chaque minute. Cet air est le carburant dont le nuage a besoin pour subsister. En montant, l'air ascendant finit par se refroidir et en dessous d'une certaine température commence à redescendre sous la forme d'un courant descendant, entraînant avec lui les gouttelettes d'eau et génère de fortes averses au sol. Ce courant descendant crée un front froid sous le nuage, souvent visible sous la forme imposante d'un rouleau ou d'une barrière de nuages, appelée arcus. C'est la frontière marquant la séparation entre le courant ascendant chaud et le courant descendant froid. Vu du sol, à l'approche d'un orage, il n'est pas rare de sentir le vent souffler vers le nuage, alimentant ainsi la bête. Lorsque l'arcus se rapproche, un calme précurseur peut s'installer, c'est le fameux calme avant la tempête. Puis, quand la barrière de nuages nous dépasse, le vent, souvent fort, se lève et la pluie commence à tomber. Les éclairs se font plus intenses et la température baisse, car l'air reçu provient des sommets de la troposphère. Cette frontière turbulente peut occasionnellement engendrer de brèves tornades. Toutefois, ce courant descendant finit par former une goutte froide, une zone d'air très stable, qui étouffe le courant ascendant. Quand cela se produit, l'orage perd en intensité et le nuage se dissipe. C'est ainsi que prend fin l'orage. Un nuage d'orage, immense par nature, voit son sommet culminer entre 12 000 et 20 000 mètres d'altitude. Un cumulonimbus, véritable géant des cieux, peut contenir plusieurs millions de tonnes d'eau, qu'elles soient sous forme liquide ou de glace. Environ 8 000 tonnes de précipitations sont produites chaque seconde, la moitié atteignant le sol sous forme de pluie ou de grêle. L'énergie contenue dans un tel nuage est colossale, pouvant parfois rivaliser avec celle dégagée par une bombe atomique. Les manifestations météorologiques qu'il engendre sont aussi variées qu'intenses. Fortes averses, foudres, tornades, rafales de vent violentes, sans oublier la grêle. Mais explorons plus en détail leur cycle de vie. Pour cela, il est essentiel de comprendre que les orages se classent en différentes catégories, influençant leur intensité et leur durée de vie. Le type d'orage décrit précédemment est une monocellule orageuse ou orage monocellulaire. Ce type d'orage, souvent qualifié de cellule unique, représente une forme plus simple et moins sévère d'orage. Caractérisés par leur structure isolée et leur courte durée de vie, généralement inférieure à 1 heure, ces orages se forment dans des conditions d'instabilité atmosphérique comparativement faibles. Ils se développent rapidement, atteignant leur pic d'intensité en peu de temps avant de s'estomper. Ils sont particulièrement fréquents en été, sévissent pendant une quarantaine de minutes en moyenne. Bien qu'ils soient moins violents que leurs homologues supercellulaires ou multicellulaires, les orages monocellulaires peuvent néanmoins générer des fortes rafales de vent, une activité électrique intense, des précipitations modérées à fortes et parfois de la grêle. Leur nature isolée et leur durée de vie limitée les rendent moins susceptibles de causer des dégâts majeurs, mais ils constituent tout de même un risque pour la sécurité, notamment en raison de la foudre. Parfois, les cellules orageuses s'organisent pour former un système plus vaste, l'orage multicellulaire. Dans ce type de système, la formation consécutive de plusieurs cellules orageuses est un processus dynamique où le courant descendant, souvent nommé goutte froide, joue un rôle crucial. Chaque cellule orageuse du système traverse un cycle de vie. Elle se forme, atteint son apogée, puis décline. La goutte froide génère un cycle auto-entretenu où les cellules vieillissantes stimulent la naissance de nouvelles cellules, perpétuant ainsi l'activité orageuse du système sur une période prolongée. Cela permet aux orages multicellulaires de couvrir de vastes étendues et de durer plusieurs heures, souvent avec une succession de précipitations intenses, de rafales de vent et d'activités électriques.
Formant l'espèce la plus rare et potentiellement la plus violente, un orage supercellulaire est différent. Ces orages se forment de manière isolée et possèdent un courant ascendant tourbillonnant, le mésocyclone. Ce phénomène se manifeste uniquement sous certaines conditions préalables, une forte instabilité, de puissants courants ascendants et un fort cisaillement des vents, c'est-à-dire une importante différence de vitesse des vents avec l'altitude. Ce cisaillement crée des tourbillons horizontaux entre les différentes couches d'air. Souvent invisibles à l'œil nu, ils sont mis en évidence lorsque le courant ascendant d'un orage naissant soulève et redresse ces tourbillons dans le sens vertical. Une fois aligné verticalement, le tourbillon sert de canal au courant ascendant qui se met à tourbillonner lui aussi. Le mésocyclone est ainsi né. Ce tourbillon peut donner une forme particulièrement reconnaissable à un orage, créant un mur de nuages qui amène le nuage près du sol. Le mésocyclone permet au courant ascendant de se déporter et de s'éloigner du courant descendant, au lieu de s'étouffer comme une monocellule. L'orage peut continuer à sévir tant qu'il a accès à un air chaud et humide, ce qui peut durer des heures. Comme les énergies en jeu lors de sa formation sont généralement plus élevées que dans le cas des orages mono- et multicellulaires, les orages supercellulaires sont les plus extrêmes. En effet, ils sont associés à une variété de phénomènes météorologiques violents. Ils sont particulièrement connus pour engendrer des tornades qui peuvent être parmi les plus destructrices et les plus durables. On estime qu'un mésocyclone a 30% de chances de créer au moins une tornade. Ces orages produisent également de très grosses grêles, souvent de la taille d'une balle de golf ou plus grande, causant d'importants dégâts. Les rafales descendantes intenses, autre caractéristique des supercellules, peuvent provoquer des vents extrêmement violents, comparables à ceux d'un ouragan. De plus, ces orages sont souvent accompagnés de fortes précipitations, pouvant entraîner des inondations soudaines, ainsi que des fréquents et puissants éclairs. Leur structure unique, avec une rotation mésocyclonique, les rend particulièrement dangereux et imprévisibles. Heureusement, ils sont beaucoup moins fréquents que les autres types d'orages, et les chances de subir leur violence sont relativement faibles. Voilà qui conclut notre brève exploration des phénomènes orageux et de leurs causes. Si nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini d'évoquer les orages et les phénomènes qu'ils apportent. Dès le prochain épisode, nous irons étudier de plus près la foudre et les éclairs. Nous poserons cette question: comment le nuage d'orage se charge-t-il d'électricité? Jadis, l'on pensait que l'orage était la manifestation de l'ire des dieux, l'influence de l'activité céleste fécondante sur le monde terrestre. Nous verrons qu'il y a certainement une part de vérité dans cela. À présent, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt pour un prochain épisode.